Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et Gérard Collard, toujours fidèle au poste, fidèle au rendez-vous des libraires du vendredi. Enfin, le seul et l'unique libraire, la Griffe Noire. Absolument, j'aimerais bien que vous ne vous me parliez juste avant qu'on commence d'un phénomène de librairie, d'un phénomène d'édition dont je n'avais pas entendu parler. Oui. Alors, c'est énorme, ça s'appelle Burn After Writing. Burn After Writing, donc brûler après avoir été écrit. Voilà, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que c'est une sorte de questionnaire de Proust, carnet intime, vous savez, vous remplissez, alors il y a des cases, quand votre première fois, votre première peur, votre première pizza, avec qui et tout. Alors c'est incroyable, c'est-à-dire que c'est un succès monstrueux. C'est pas un livre? Ah bah, pour ceux qui viennent l'acheter, c'est-à-dire les 14, 15, 20 ans, c'est un livre. D'accord. Donc, et moi je suis absolument fasciné. Alors on se casse les pieds pour vendre des trucs qui soient plutôt y ait du contenu. Et là, cette espèce alors c'est quoi. C'est un peu symptomatique de notre société. C'est-à-dire l'importance. Mais alors ce que je trouve aussi, je me demande s'ils leur disent pas de le brûler, parce que les réponses, j'ai lu certaines réponses. Et comment vous voyez les réponses? Parce qu'il y en a certaines. On a des clientes et des fils de gens qui travaillent chez nous qui l'ont fait. Et c'est vrai qu'il faut mieux le brûler. Hein. Oui, c'est ça. Ce journal intime vous met au défi de jouer à un jeu action-vérité avec vous-même, repoussez vos limites, réfléchissez à votre passé. Et voilà. Et ça cartonne. Ça cartonne, c'est qui suis-je ou vais-je? Oui. Et à mon avis, ils vont pas loin. En tout cas, ça rapporte mais c'est énorme. Franchement, c'est. Et vous disiez que ça s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. Oui, c'est absolument. C'est un des grands succès mondial de cette année, quoi. Nous, ça nous est tombé sur le nez, parce que les gamins et les gamines sont arrivés. Vous avez, on était complètement, non, on fait pas les livres d'anglais, et en fin de compte, pas du tout. Donc ça s'appelle Brûler après avoir écrit. Donc ça vaut 6,99 €. Donc effectivement, c'est pas très cher. Phénomène d'édition. Tiens, j'ai reçu ça pour vous. Ça paraît demain. Attention. Tout est bon dans le breton chez Casa Édition. Alors bon, l'auteur s'appelle Delettre. Alto, c'est le dessinateur. Alors l'auteur, il a travaillé avec Jean-Marie Bigard et Hanouna. Donc parfois c'est un peu lourdingue, on va le dire, mais en tout cas, si vous avez des amis bretons, faut leur offrir, parce qu'il y a plein faut leur ouvrir aussi. Donc il y a du dialecte, il y a des croyances bretonnes. C'est un album de BD. En Bretagne, on met alors ça c'est dans les croyances. En Bretagne, on met tous les panneaux en breton, et si on laisse quelques panneaux en français, c'est juste parce qu'on est ouvert d'esprit. Il y a plein de petits trucs assez marrants. Des expressions sublimes permettent de rendre hommage à une personne un peu trop fainéante. C'est pour ça que j'ai pensé à vous. Merci. Alors je vais pas me lancer dans le breton. Carrer Quarsdek, ça veut dire celui qui fait caca à l'abri, ou alors Louftorchen, celui qui pète sur un coussin. Ça donne envie. Ça donne envie. Non, mais c'est rigolo. Il y a les illustrations sont drôles. Sont très drôles. Donc c'est chez Casa Édition. Tout est bon dans le breton à offrir à vos amis bretons. Ceci dit, vous savez qu'un Malouin n'est ni breton ni français, il est malouin, je vous le dis. Oui, d'accord. Ça fait peut-être partie des subtilités. On va mettre les choses au point. Puis pour tous ceux qui veulent découvrir la Bretagne. Alors, plus sérieusement. Alors, je voudrais revenir sur un livre dont on a parlé, mais que j'ai adoré, mais qui se vend très moyennement. C'est peut-être à cause de la couverture. Vous avez vu, je fais très très vite parce qu'on est pressé. Vous allez dire le titre parce que. Oui, ça s'appelle La Sauvagine. C'est chez Mialet Barreau et l'auteur s'appelle Sophie Brocas. Donc, on en avait déjà parlé. Ouais, mais rien. Parce qu'on avait beaucoup aimé son précédent livre qui s'appelle Le Baiser, qui racontait l'histoire de ces statues de Brancusi au cimetière Montparnasse. C'était cimetière Montparnasse. Et qui, je crois, a été vendu depuis. Je suis pas sûr, mais il me semble que j'ai vu une histoire de famille. Absolument. Donc, et là, c'était un livre merveilleux c'était un chassé-croisé entre le XXe siècle et le 19e, fin du 19e siècle. Et puis, entre deux jeunes femmes, deux façons de vivre leur vie. C'était vraiment, elle a un style, et puis elle écrit sur les femmes. En collection de poche. Et puis elle écrit sur les femmes. Elle est très, Et alors là, vient de paraître, est paru déjà depuis quelques semaines. La Sauvagine. C'est aux éditions Mialet Barreau, voilà. Je l'ai dit. Alors c'est l'histoire de cette jeune femme. Alors j'aime bien parce que c'est un milieu très simple. Elle vous raconte, alors on est dans une ville moyenne, vous savez, c'est comme souvent dans les villes moyennes il y a quelques années, il y avait une entreprise qui employait tous les gens, et cette entreprise, elle se casse la figure. Alors il y a déjà la description, vous savez, du chef d'entreprise qui est un peu le roi du voilà, et puis c'est ces gens qui travaillent pour eux qui sont quand même un peu entre l'admiration et l'énervement pour rester tranquille, cool. Et leur truc, c'est cette dame et toute sa famille, c'est comme beaucoup de gens en France, ils achètent leur truc à gratter. Le ticket de loto, voilà. Et alors tous les dimanches, ils attendent sur le canapé en sachant qu'ils gagneront jamais, mais ça les fait rêver. Et là,
un jour, elle n'en croit pas ses yeux. Elle a gagné. Et elle le dit pas tout de suite à beaucoup de gens. Enfin, même elle le garde pour elle-même, avec la terreur de perdre le billet. Et elle est heureuse. Elle commence à imaginer ce qu'elle va faire. Puis, en même temps, elle a un problème de santé. Enfin, quelque chose un peu bizarre. Et elle va voir son médecin. Et son médecin lui téléphone un jour. Elle lui dit, vous avez une leucémie. Et là, c'est l'opposition entre le rêve et la réalité. Mais en plus, chose absolument dramatique pour elle, c'est qu'elle s'est disputée avec son frère et que le seul donneur possible, c'est son frère. Et là, c'est comment on rentre en relation avec quelqu'un avec qui on s'est disputé. C'est subtil, c'est fin, c'est pas glauque, parce que c'est vraiment. Ça parle de la maladie. C'est la bataille pour en s'en sortir. C'est plein de courage, ça vous donne. Et puis ça vous donne le truc de dire, il faut en profiter tout de suite. C'est pas, ne reportez pas ce que vous pouvez faire tout de suite dans quelques années. Le seul reproche, c'est la couverture. Je sais pas pourquoi. Qui est pas terrible effectivement. Et lisez en poche son précédent livre, Le Baiser. Vous passerez un super moment. Alors moi, je vous avais dit que je vous reparlerai de ce livre, Lettre à mon fils Charb de Denise Charbonnier. C'est la maman de Charb, le dessinateur, qui a été assassiné en janvier 2015. C'est un livre formidable parce que c'est l'amour d'une mère pour son fils. C'est aussi un livre de colère, la colère d'une mère face à la justice, face au mépris parfois. Alors François Hollande, il en prend bien pour son grade parce qu'il faut quand même savoir que ces gens-là, les parents de Charb et d'autres, ont appris la mort de leur fils à la télévision, que personne ne leur a téléphoné, ou alors bien longtemps après. Donc elle raconte l'abandon qui a été celui des gens de Charlie Hebdo au moment où ils étaient menacés. Et moi, comme on connaissait, vous aussi, Gérard Charb, j'ai eu du mal. Voilà, c'est la conclusion du livre, c'est que c'était un mec bien, c'était un type formidable, c'était pas un raciste, c'était pas. Non, puis on pouvait ne pas être d'accord, mais il était franc, il croyait en ce qu'il disait. Moi, il est venu à des débats, il venait sur LCI, il parlait avec Yvan Rioufol, avec des gens qui n'étaient pas forcément de la même façon de penser de lui, mais il discutait. Il dialoguait, c'était un homme engagé et le livre est très émouvant parce qu'elle parle de lui, elle l'appelle mon petit bonhomme, elle parle de lui enfant, donc on a du mal quand on l'a connu et aimé à retenir ses larmes en lisant ce livre, mais on a aussi de la colère en se disant que peut-être effectivement les choses auraient pu être empêchées. Vraiment, allez-y, ça se lit très bien, c'est l'amour d'une mère pour son fils et d'un père puisque le père est là, mais c'est vrai que c'est elle qui prend la parole, et puis l'histoire de la passion de Charb depuis tout petit qui dessinait et j'ai du mal à en parler parce que j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça s'appelle Lettre à mon fils Charb, c'est paru chez Lattès et c'est Denise Charbonnier qui l'a écrit. Et ce qu'il y avait de formidable dans ce livre, c'est qu'il n'y avait pas de haine. Non. C'est-à-dire, il pouvait ne pas être d'accord, mais il y avait jamais de haine, alors que maintenant c'est tout est soin de haine. Les gens ne peuvent plus se parler sans se haïr, sans s'invectiver. C'était vraiment moi je trouve que c'est un peu la fin d'une époque avec un mec sa bien. disparition. Ouais, un mec bien. Moi, on avait parlé ici un livre, alors les gens ont été vraiment, ça a été une découverte pour eux et c'est un succès mais monstrueux. Moi, c'est un des livres de poche depuis la création de ma librairie, c'est un de ceux que je vends le plus. C'est Pierre Jarawan qui avait écrit Tant qu'il y aura des cèdres, qui était, alors c'était un petit garçon qui se retrouve à Berlin avec son père à la suite de la guerre au Liban. Alors il va vous décrire la guerre Berlin il arrive à reconstituer, c'est sensuel, drôle, enfin tout va bien. Et puis un jour le père disparaît. Quelques années plus tard, le fils décide d'aller au Liban et d'aller à la recherche de ce père. Pourquoi il a disparu, sans donner d'explication. C'est somptueux, c'est le Liban sensuel, coloré, mais aussi le Liban tragique avec la guerre, avec les secrets. C'est un roman absolument fabuleux. Et puis il faut continuer avec le second qui vient de paraître, qui est absolument génial aussi. Vous avez ça s'appelle Un chant pour les disparus. Voilà, absolument. C'est chez Loïs Ormesson. Et on retrouve la même thématique, c'est-à-dire que alors là par contre vous allez vous retrouver à Beyrouth avec un jeune homme qui a fui un peu Beyrouth, qui est sur les hauteurs de Beyrouth dans une maison seule où il a vécu avec sa grand-mère. Et alors il y a un personnage de grand-mère absolument
extraordinaire. Ces gens, vous savez, au quotidien qui essayent de survivre entre les bombes, l'amour filial et tout. Si vous avez aimé Tant qu'il y aura des 7, vous allez absolument adorer ce second qui raconte l'histoire du Liban à travers une famille avec tous ses secrets. Il y a plein d'empathie dedans, et puis il a un art de raconter qui fait que vous y êtes, quoi. Vous sentez les bombes, vous sentez la haine, vous sentez le désespoir, vous sentez la violence. Enfin, c'est très 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 beau. Puisqu'il appelle cette génération perdue, c'est-à-dire cette génération avec le Liban qui a été un pays absolument magnifique, qui était vraiment ce qu'on appelait la Suisse, je crois, du Moyen-Orient, et qui s'est transformé en un pays de ruines. À cause de compromissions politiques, de tas de choses. Puis la perversité des hommes politiques, leur lâcheté, enfin voilà. Un chant pour les disparus. L'auteur s'appelle Pierre Jarawan, Jarawan. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson, et lisez Tant qu'il y aura des cèdres. C'est un livre absolument magnifique. Alors moi j'ai lu avec un peu de retard Télé-réalité d'Aurélien Bélanger, c'est chez Gallimard. Alors évidemment nous la télé on la connaît de l'intérieur, mais c'est un livre assez juste. C'est un roman qui raconte l'histoire de l'ascension d'un jeune homme qui n'a rien du tout pour arriver à la télé. Il est dans une famille dromoise où la télé finalement n'a pas vraiment beaucoup d'importance, mais lui il est passionné de télé, il regarde la télé, il lit les journaux télé, etc. Et puis un jour il a la chance d'être présenté à un présentateur télé, et lui il est comptable, il fait des études d'expert comptable, et puis bref tout ça pour non, il n'y a pas loin. Non, il n'y a pas loin, parce qu'en fait c'est le portrait en creux de Stéphane Courby, qui est cet immense producteur. Quand je dis immense, c'est qu'il a réussi à devenir l'un des plus grands producteurs d'Europe. Il a racheté Endemol. C'est lui qui avait eu l'idée de combien ça coûte quand il a travaillé chez Christophe de Chavannes, et puis il a lancé la télé-réalité. Donc c'est beau, parce que c'est ce portrait de ce jeune garçon qui est fasciné par la télé, qui va découvrir ce monde. C'est pas du tout manichéen, son personnage est assez attachant, et c'est plutôt un livre très réussi, assez juste si vous avez envie de découvrir ce que sont les coulisses un peu de la télévision. Il raconte ces 20 dernières années de télé qui ont été quand même très importantes. Il y a eu un basculement, peut-être pas pour le meilleur. On peut lui reprocher ça à Stéphane Courby. Enfin après, c'est une vraie réussite. Mais j'ai bien aimé ce livre. Moi, j'ai passé un bon moment. Ça s'appelle Télé-réalité. L'auteur, c'est Aurélien Bélanger, et c'est chez Gallimard dans la collection blanche. La semaine dernière, on avait fait un spécial Napoléon, mais je regrette une chose. Napoléon, c'est le mari de Nana Mouskouri. Très drôle. Et je suis passé à côté. Enfin, j'ai pas eu le temps de parler d'un des plus beaux livres, à mon avis, sur Napoléon, par un magnifique écrivain que j'adore. C'est Jean-Paul Kaufmann, qui a fait La Chambre noire de Longwood. C'est paru chez Folio. Ne passez pas à côté. C'est un des plus beaux styles français contemporains, et vous allez découvrir un Napoléon comme vous l'avez jamais découvert. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un de ces petits bijoux de libraire, vous savez, qu'on garde sur les étagères pendant des années, et ça continue à se vendre parce que les gens, c'est de bouche à oreille. C'est absolument. Allez-y. Donc redites le titre. Ça s'appelle La Chambre noire de Longwood. C'est de Jean-Paul Kaufmann, et c'est chez Folio. Et alors chez Folio toujours, allez-y, puisque vous parlez de Jean-Paul Kaufmann, ça fait partie des livres que j'ai adoré ces dernières années. Venise à double tour, où il a entrepris Jean-Paul Kaufmann d'aller se faire ouvrir toutes les églises de Venise, toutes les églises fermées. En ce moment, on a besoin de sortir, de s'aérer. Vous allez voyager, vous allez vous amuser, c'est une sorte de jeu de piste. C'est formidable. Venise à double tour, Jean-Paul Kaufmann. C'est en Folio. Ça vous donne envie d'y aller voir après. Absolument. Alors, ils viennent de rééditer un livre, moi, que j'avais adoré, qu'on avait adoré, mais il y a des années, quand nous étions, quand moi j'étais déjà plus jeune et que vous étiez enfant. Oui. Ça s'appelle Le miroir des courtisanes de Ariyoshi Sawako, et c'est chez Piquier Poche. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui est vendue par sa mère à une maison de geisha, et c'est l'histoire de cette petite fille intelligente qui va, malgré tout, qui va survivre, qui va diriger sa vie. Alors c'est toute l'histoire du Japon à travers cette institution. C'est une institution. Elle va grandir socialement. Elle va grandir. Elle va monter les échelons. C'est une saga. C'est vraiment vous lâchez pas. Moi, j'étais un peu sceptique. Les grandes sagas japonaises, parfois, je me suis quand même assez ennuyé. Et là, je peux vous dire que c'est
Là, il pleut, vous vous ennuyez, votre mari vous quitte, vos enfants vous gonflent. Vous lisez ça, vous allez tout oublier et vous allez passer un moment absolument extraordinaire. Ça s'appelle Le Miroir des courtisanes, Ariyoshi Sawaka, et c'est chez Piquier. Merci Gérard, on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine. À bientôt. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.